Bonjour, je me présente, je suis le docteur Jacques Lelorgnier, membre du département de médecine de l'Université de Montréal. Je suis également affilié au département d'épidémiologie, statistique et santé occupationnelle de l'Université McGill, ainsi qu'au département de médecine du CHUM et au centre de recherche de l'Institut de cardiologie de Montréal. Ceci est le deuxième clip de la série. Nous sommes toujours dans les études randomisées contrôlées, phase 3 et 4, études de supériorité. Le premier clip avait porté sur la population de l'étude. Ce clip-ci portera sur les interventions et la randomisation. Nous parlerons donc tout d'abord du choix des médicaments. C'est toujours intéressant de considérer d'abord quelle serait l'étude parfaite, c'est-à-dire l'étude qui nous donnerait toute l'information dont nous avons besoin. On voudrait tout d'abord que les auteurs utilisent 2 doses du nouveau médicament. Idéalement, la dose 2 devrait être 2 fois plus forte que la dose 1. On aimerait également qu'un groupe reçoive le médicament usuel, c'est-à-dire celui qu'on donne aujourd'hui et que le nouveau médicament voudrait remplacer. Finalement, on voudrait aussi qu'un 4e groupe reçoive du placebo, si ceci est éthiquement faisable. Nous avons donc une étude idéale qui comporterait 4 groupes recevant soit le nouveau médicament à la dose 1, soit le nouveau médicament à la dose 2, soit le médicament usuel que nous donnons aujourd'hui, et finalement le placebo. C'est évident qu'une telle étude coûterait extrêmement cher et que vous n'avez aucune chance de l'avoir. Dans l'immense majorité des cas, nous avons affaire à une information imparfaite, c'est-à-dire que l'étude contient 2 groupes, un reçoit une des doses du médicament à l'étude et l'autre reçoit un placebo. Oui, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est comment le nouveau médicament se compare au médicament usuel que nous prescrivons aujourd'hui. Parce que la décision que nous avons à prendre, est-ce qu'on va arrêter de prescrire le médicament usuel et le remplacer dorénavant dans notre pratique par le nouveau médicament. L'information dont nous disposons, c'est l'étude de phase 3 qui a été faite il y a quelques années, quelquefois même plusieurs années, lorsque le médicament usuel a été mis sur le marché. Comme dans ce cas, ça aurait été une étude de placebo versus médicament usuel. Il va donc falloir faire ce qu'on appelle une comparaison indirecte, de laquelle on va inférer comment le nouveau médicament se compare au médicament usuel. Ceci est relativement faisable si les placebos produisent une réponse très similaire. Si les réponses au placebo des 2 études sont très différentes, ça veut dire qu'elles ont été faites dans des populations différentes et la comparaison devient très difficile. En fait, on a affaire à ce qu'on appelle une méta-analyse en réseau, ce dont on parlera beaucoup plus tard. Pour le moment, il suffit de faire ça au pif, car il n'y a pas d'autre solution. Nous allons maintenant parler de la randomisation. Il s'agit en fait de faire en sorte que les médicaments que reçoit chaque groupe soient déterminés par le hasard et non par le jugement des investigateurs. Le but essentiel de la randomisation est de contrôler pour le biais de sélection. Le biais de sélection est dû au fait que dans la vraie vie, le médicament est choisi en fonction des caractéristiques cliniques et démographiques des patients. Par exemple, les patients plus sévères ou perçus comme plus sévères par le médecin vont recevoir le médicament le plus puissant, et par contre, les patients perçus comme plus fragiles vont recevoir le médicament plus sécuritaire. Dans les grandes études, c'est-à-dire, disons, plus de 1000 patients par groupe, la randomisation simple devrait obtenir les résultats escomptés et à cause de la loi des grands nombres, on ne doit pas s'attendre à des surprises
c'est-à-dire qu'un des facteurs soit différent dans les deux groupes. Par contre, dans les petites études, des différences entre les deux groupes peuvent apparaître par pur hasard, et si ces différences ont lieu dans des facteurs importants, elles peuvent avoir un résultat difficile à interpréter. Si les investigateurs d'une petite étude se sentent chanceux, ils peuvent essayer la randomisation simple. En suivant cette stratégie, ils prennent un risque considérable. En effet, dans une petite étude, la randomisation peut mal fonctionner. Par exemple, dans une étude portant sur des issues cardiovasculaires, il se pourrait qu'il y ait plus de diabétiques que de fumeurs dans un groupe, ce qui rendrait évidemment les résultats difficiles à interpréter. Ceci ne veut pas dire que si la randomisation a mal fonctionné, l'étude devient inutile. Comme on dit souvent, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Pour qu'un match de football soit intéressant à regarder, il faudrait idéalement que les deux équipes soient d'une force similaire. Ce qui n'est pas le cas dans cet exemple. Il est également préférable que l'arbitre soit raisonnablement compétent. Ce qui n'est vraiment pas le cas ici puisqu'on constate que Homer Simpson, l'arbitre, n'a pas constaté que Neymar est hors jeu. C'est aussi désirable que le terrain de jeu soit aussi plat que possible. Mais même dans ce cas, les résultats peuvent être interprétables et même renforcés. Si c'est l'équipe qui profite de la pente qui gagne, c'est évident qu'on ne peut pas conclure grand-chose. On ne sait pas s'ils ont gagné parce qu'ils sont meilleurs ou parce qu'ils profitaient de la pente du terrain. Par contre, si c'est l'équipe qui doit remonter la pente qui gagne, on peut dire qu'ils sont vraiment bons, parce qu'ils ont réussi à gagner malgré le fait que la pente était à leur désavantage. Pour en revenir aux études cliniques, si le groupe qui a plus de fumeurs et plus de diabétiques a aussi plus d'AVC et d'infarctus, eh bien on ne peut pas conclure grand-chose. Il se pourrait que le médicament soit moins efficace, mais il pourrait aussi très bien que le groupe est défavorisé en ayant plus de patients à risque. Par contre, si le groupe qui a plus de fumeurs et de diabétiques a moins d'AVC et d'infarctus, là on peut conclure que le médicament qu'ils ont reçu est vraiment bon, puisqu'il a été capable de surmonter l'handicap du débalancement de la population. Quand dans une petite étude, il y a un débalancement quant aux facteurs de risque des deux populations, les auteurs peuvent toujours avoir affaire à des ajustements statistiques similaires à ceux qu'on utilise dans les études observationnelles. Cependant, ce n'est pas une situation idéale. En fait, il vaut mieux prévenir que guérir. Et les auteurs d'une étude avec relativement peu de patients peuvent avoir affaire à deux stratégies pour éviter que les randomisations ne produisent des groupes débalancés. Ces deux stratégies sont la stratification et la minimisation. Alors supposons que vous allez faire une étude avec des issues cardiovasculaires et parmi la population de l'étude, il y a des fumeurs et des non-fumeurs. Il est évident que vous voulez que les fumeurs soient proportionnellement identiques dans les deux groupes. Mais comme il s'agit d'une étude relativement petite, vous avez peur que la randomisation simple vous joue des tours. Alors vous allez procéder de la façon suivante. Vous allez d'abord réunir tous vos fumeurs et les randomiser en deux groupes de façon à ce que la moitié des fumeurs soit dans le groupe A et la moitié des fumeurs dans le groupe B. Vous faites ensuite la même chose pour les non-fumeurs, c'est-à-dire que vous les mettez tous ensemble et vous les randomisez dans deux groupes de façon à ce que la moitié des non-fumeurs soit dans A et l'autre moitié soit dans B. Supposons maintenant que vous avez deux variables d'importance dans le pronostic cardiovasculaire, le tabagisme et le diabète.
Alors, on peut avoir les combinaisons suivantes. Certains patients en rouge sont fumeurs et les étoiles, c'est les diabétiques. Donc, on peut avoir d'abord le groupe de patients qui sont fumeurs et diabétiques et on leur souhaite bonne chance. Ensuite, nous avons les patients qui sont fumeurs mais qui ne sont pas diabétiques. Ensuite, les diabétiques non fumeurs. Et finalement, les non-diabétiques non-fumeurs. On a donc divisé notre population en 4 sous-groupes, et si cette population est relativement petite, il peut arriver qu'un sous-groupe contienne peu de patients, comme c'est le cas ici des fumeurs diabétiques, et que ce petit nombre de patients rende les résultats difficiles à interpréter. Alors, si on a 2 variables, on finit par 4 sous-groupes. Si on a 3 variables, on aurait 9 sous-groupes. Et si on a 4 variables qu'on veut stratifier, on a 16 sous-groupes, qui, étant donné que par définition, on a une petite population, ça devient pratiquement impossible. Il a donc fallu trouver une alternative à la stratification. Alors, supposons que vous avez affaire à une étude avec relativement peu de patients et dont les issues sont cardiovasculaires et vous allez comparer le nouveau médicament à un placebo. Maintenant, vous identifiez, étant donné que les issues sont cardiovasculaires, 4 grands facteurs de risque qui sont le diabète, le tabagisme, l'hyperlipidémie et l'hypertension. Alors, voici comment on procède pour faire une minimisation. On donne à chaque patient un score qui va de 0 à 4 points. C'est son score de risque en fonction du nombre de facteurs de risque présents. Ensuite, on comptabilise au fur et à mesure le nombre total de points dans chaque groupe. Et il faut prendre en considération, ceci est important, que les patients embarquent un à la fois, c'est-à-dire que la population n'est pas randomisée en bloc, mais au fur et à mesure que les patients se présentent. Alors, le patient 1 est distribué au hasard, il est randomisé. De même pour le patient 2. Par contre, le patient 3 va aller au groupe qui a le moins de points, et de même pour le patient 4, et ainsi de suite. Par exemple, au point où vous êtes rendu dans l'étude, vous avez 6 points de risque dans le groupe de droite et 5 points de risque dans le groupe de gauche, et on suppose qu'un nouveau patient est recruté et qu'il a 1 point de risque. Alors, ce nouveau patient va être assigné au groupe qui à ce moment-là avait le moins point de risque, c'est-à-dire au groupe de gauche, et donc après le recrutement de ce patient, les points de risque vont être équilibrés dans les 2 groupes. Et on procède ainsi de suite jusqu'à ce que tous les patients soient recrutés. La méthode fonctionne très bien et on va aboutir à la fin avec 200 ou 300 patients par groupe ayant tous les deux le même nombre ou presque de points de risque. Donc une façon très pratique, facile à utiliser et astucieuse de minimiser la probabilité que les groupes soient débalancés comme on pourrait l'avoir avec une randomisation simple. Il existe une forme plus sophistiquée de la randomisation simple. De la minimisation simple, excusez-moi. Le problème avec la minimisation simple, c'est que les fanatiques de la randomisation disent que ce n'est pas vraiment une étude randomisée. Alors, pour pallier à ce problème, on a inventé la minimisation randomisée. Alors, on retourne à l'exemple antérieur. Il y a le groupe de gauche à 5 points de risque, le groupe de droite à 6 points de risque, et on recrute un nouveau patient avec 1 point de risque. Alors, au lieu de l'assigner automatiquement au groupe de gauche, on va le randomiser, mais on va lui donner une probabilité de 80% d'aller dans le groupe de gauche et évidemment 20% d'aller dans le groupe de droite. Alors, si on procède comme si tout le long de l'étude, au fur et à mesure que des patients sont randomisés,
eh bien, les deux groupes vont finir par s'équilibrer et on pourra dire qu'on a utilisé la randomisation. Si on revient à la stratification, il y a un autre type de stratification qui est presque toujours utilisé et qui est la stratification dans le temps et dans l'espace. Le but de cette stratification est que, dû au hasard, un des deux médicaments soit plus présent dans certains centres que dans d'autres. On veut également éviter que l'un des deux médicaments soit plus présent au début de l'étude. Alors, on procède de la façon suivante. On envoie à chaque centre des boîtes de 6 patients par boîte. Et chaque boîte contient 3 patients qui vont avoir l'intervention A et 3 patients qui vont avoir l'intervention B. Et l'ordre est randomisé et re-randomisé pour chaque boîte. Alors, les centres finissent une boîte avant d'ouvrir la suivante. De cette façon-là, on s'attend à ce que, à la fin d'une boîte, les médicaments A et B soient également présents dans le centre, mais également, au fur et on progresse dans le temps, les médicaments A et B soient également présents au début et à la fin de l'étude. Cette méthode est aujourd'hui utilisée pratiquement dans toutes les études randomisées contrôlées. Nous allons maintenant parler de la randomisation en grappe, en anglais Cluster Randomization, qui est souvent utilisée quand on veut comparer deux interventions d'ordre pédagogique. Un exemple classique de contamination est la fameuse étude Mr. Fit, qui a été au désastre total. En fait, il consistait à randomiser à peu près 10 000 hommes en 2 groupes. Un groupe avait une intervention diététique et de stimulation à l'exercice et l'autre groupe était utilisé comme contrôle. Malheureusement, ces 2 groupes étaient en contact les uns avec les autres et quand les patients du groupe contrôle ont appris où est-ce qu'ils avaient été randomisés, eh bien, ils se sont contaminés et ils se sont mis à faire de l'exercice et à se mettre à la diète. Le résultat final a été que l'étude a été non interprétable. Alors, pour éviter le problème de la contamination, au lieu de randomiser des patients individuels, on randomise des centres. Donc, par exemple, l'intervention diète-exercice pourrait avoir lieu dans une ville, alors que les patients dans le groupe contrôle seraient dans une autre ville. De cette façon-là, on éviterait au maximum que le groupe traité contamine le groupe contrôle. La randomisation en grappe est très populaire et utilisée de plus en plus souvent. Elle présente cependant des défis majeurs, desquels le plus important, c'est de recruter suffisamment de centres pour avoir la puissance nécessaire. Alors, c'est tout pour cette session. Nous avons tous travaillé bien fort et on a droit à une pause bien méritée, à l'instar de ces travailleurs de la construction. La photo a été prise à New York lors de la construction de l'Empire State Building. Alors, je vous remercie pour votre attention et vous prie de ne pas hésiter à m'envoyer vos commentaires par courriel. Merci.